Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de mon nouveau délit qui est arrivé il y a 2 jours. Donc, il s'agit d'une Citroën C5 Aircross. Donc, c'est une motorisation 1 litre de PureTech, 130 chevaux. Elle vient remplacer une Peugeot 508 1,6 litre Blue HDI. Alors, pour la petite histoire, ce véhicule a été commandé il y a quasiment un an, en juillet 2021. Et je viens de le recevoir en juin 2022. Voilà, donc 11 mois. 11 mois de commande. Alors ce qui posait problème, c'était essentiellement le tableau de bord. Avec la pénurie mondiale de composants, c'était soit le véhicule était livré avec un tableau de bord à l'ancienne, soit je patientais et j'avais le vrai tableau de bord du véhicule. Voilà, donc ce véhicule va me servir au quotidien. Je fais pas mal d'autoroutes, donc c'est pour ça qu'avant j'avais une berline, une Peugeot 508. Je vais vous montrer quand même l'intérieur pour commencer. Vous allez voir, il est plutôt sympa. Donc on a un intérieur texturé, plutôt joli, avec pas mal de couleurs. Alors ces sièges sont rabattables, les trois. Donc vous avez une petite tirette ici qui vous permet de les mettre à plat. Ils sont également isofixes sur les deux extrémités. Donc pas mal pour les sièges enfants. Le siège passager avant est également isofix. Les trois sièges sont indépendants, c'est-à-dire que dessous on a une petite poignée et on peut les avancer quasiment contre le siège avant, ce qui permet lorsqu'on est chargé de gagner du volume dans le coffre. On a des vides poches, on a des petites pochettes derrière les sièges. Non, plutôt joli. Alors le véhicule est équipé de plein de gadgets comparé à mon ancienne voiture. Donc déjà là on voit la petite caméra. Sur l'ancienne j'avais des radars. Donc un gros coffre plat. Alors ce véhicule, moi je l'ai commandé avec l'option roue de secours classique. Donc voilà la roue de secours, ça doit être une galette je pense, mais bon c'est une roue de secours physique. Par défaut il est livré avec un compresseur et une bombe anti-crevaison. Alors voilà, moi je préfère les roues de secours classiques parce que j'ai crevé quasiment avec tous mes véhicules. Donc bon, c'est une question d'habitude. Voilà. Mais par contre, il faut savoir que le véhicule du coup est livré avec les deux kits. Donc la roue de secours, le cric et les petits outils, plus un deuxième module qu'on pourrait mettre à la place de la roue de secours qui contient le compresseur, la mousse et 2-3 accessoires, quoi. Voilà, le triangle avec le gilet. Donc ce véhicule est chaussé en 18 pouces, 225 55 18. Alors c'est les plus grosses roues qui étaient au catalogue pour cette motorisation. Donc le 1 litre de PureTech 130 chevaux. Ça fait déjà des beaux boudins, hein. 225 en 18, c'est pas mal. Sur la 508, je crois que j'avais du 215 en 17. Donc là on est encore un petit peu plus haut. Bon, c'est un véhicule, c'est pas un véhicule foufou, hein, mais bon pour rouler tous les jours c'est pas mal, il y a de la place. Il est pas trop moche. Et à la conduite, bon, pour avoir fait quelques tours de roue, il est plutôt souple, hein. Donc là j'ai fait une centaine de kilomètres uniquement de la petite route et de la ville. Alors par rapport à la 508 qui était diesel, j'ai l'impression que celui-là consomme quand même beaucoup plus. Donc voilà, les sièges c'est pareil, plutôt joli. Les tapis de sol Citroën. Alors à l'intérieur on retrouve une boîte à gants plutôt spacieuse avec le petit livret conducteur. Alors il faut savoir que le livret maintenant ça a bien changé, c'est plus les livrets qu'on avait avant dans les voitures où on avait la garantie, le livret d'entretien, le mode d'emploi, etc. Là maintenant il y a 2 feuilles juste avec des pages pour mettre les cachets du garage, les tampons du garage. Il n'y a plus rien. La notice du véhicule vous la trouvez en ligne ou sur l'application du smartphone qui s'appelle My Citroën. Qu'est-ce que je peux vous montrer? La boîte à gants. Alors ici, très grosse boîte à gants, ça c'est très bien. Elle est balèze, elle est super grande. Donc avec un petit porte-pièce ou carte, ce que vous voulez, ça se démonte. Donc elle est super grande, on peut y mettre l'équivalent de 2 bouteilles d'eau.
2 grosses bouteilles d'eau, et en plus elle est réfrigérée. Donc ça c'est sympa. À l'arrière, je ne l'ai pas dit, mais derrière on a une clim bizone et on a le port USB pour les enfants. Ici la boîte de vitesse. Donc sur la Peugeot j'avais une EAT6 qui marchait extrêmement bien. Là aujourd'hui on est passé sur une EAT8. Alors à la conduite c'est encore mieux. Les vitesses passent très rapidement, c'est très souple, on n'a aucun à-coup. Alors le constructeur annonce un gain significatif de consommation avec l'ajout des 2 derniers rapports sur autoroute. Pour le moment je peux pas vous dire, j'ai pas fait d'autoroute et j'ai pas l'impression qu'elle consomme moins que l'ancienne, au contraire. Donc l'ancienne c'est un diesel, je consommais environ 7 litres. Là je suis, alors j'ai fait quasiment que de la ville, mais je suis à plus de 10 litres tranquillement. Donc la boîte est équipée d'un mode éco. Quand vous l'enclenchez, alors là pour le coup la voiture se traîne, ça lisse énormément les performances du véhicule. C'est-à-dire que vous appuyez, il y a un temps de réaction, c'est très moelleux, mais il n'y a aucune réactivité. Le mode normal, c'est le mode par défaut, marche bien. Et le mode sport qui est le plus péchu. Donc la boîte, qu'est-ce qui change par rapport à l'EAT6? Alors moi il y a un truc que j'aime moins sur celle-là. Alors l'EAT6 elle était mécanique, donc c'est à dire qu'on l'a poussé, on se calait sur le mode qui nous intéressait, donc reculer, neutre ou avancé, plus le mode manuel. Donc une fois qu'on passait en mode manuel sur l'ancienne, on avait la possibilité d'utiliser le levier pour monter et descendre les rapports, ce qui marchait très bien. Sur celle-là c'est pas possible. Une fois qu'on enclenche le mode manuel, on est obligé d'utiliser les palettes au volant. Alors les palettes au volant ce sont les mêmes que sur la Peugeot que j'avais, et ces palettes je les aime pas parce que déjà elles sont pas solidaires du volant, et en plus elles sont courtes. C'est à dire que quand vous sortez de virage et que la palette vous la cherchez, c'est pénible. Ça c'est vraiment pénible. Un autre point que j'ai pas encore vraiment remarqué sur celle-là, mais sur la Peugeot le levier était beaucoup plus réactif, c'est à dire qu'à la tombée de rapport, je poussais pour descendre les rapports, ça passait instantanément, mais quand j'utilisais les palettes, il y avait toujours un délai. Donc sur celle-là j'ai pas encore regardé, je l'ai pas encore utilisé, donc on va voir, je sais pas, faudra que je fasse de la petite route de montagne pour m'en rendre compte. Au quotidien, je roule en auto, mais parce que c'est plus facile dans les bouchons, voilà, moins de stress. Mais sur les petites routes, j'aime bien repasser en manuel, et surtout les routes de montagne. Voilà. On retrouve une clé USB qui servira à brancher un smartphone, par exemple, donc soit Android, soit Apple. Le système est équipé de l'Apple CarPlay et de l'Android Auto. On peut également brancher une clé USB classique. Ou brancher une clé USB pour mise à jour du système, donc mettre mise à jour de la carto, mise à jour de l'ordinateur de bord, etc. On retrouve une prise 12 volts. Et puis je vais quand même vous montrer le nouveau tableau de bord qui a fait que le véhicule a mis un an à arriver. Donc on va démarrer le véhicule. Alors le véhicule est extrêmement silencieux. Quand on démarre, on entend à peine le moteur. Quand on roule, on n'entend rien. L'ambiance est très feutrée. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Très bien insonorisé. La route est très bien filtrée. Alors là-dessus, je m'attendais pour avoir, alors entre le moment où j'ai décidé de changer de véhicule et le moment où celui-là est arrivé, j'avais testé une Peugeot 3008 que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup au niveau design, au niveau intérieur. Alors par contre, j'ai été très déçu, c'était au niveau conduite. Autant la 508 tenait hyper bien la route, mais vraiment très fort. Quand j'ai essayé la 3008, je me suis retrouvé avec un véhicule un peu pâteau, mais surtout qui s'ouvrirait énormément. C'est-à-dire qu'en conduite un peu sport, un peu nerveuse, le véhicule avait tendance à tirer droit, ça s'ouvrirait beaucoup. Alors j'ai eu un peu peur sur celle-là, parce que Citroën c'est connu pour avoir des suspensions un peu plus molles que la concurrence, et finalement on a un entre-deux. C'est pas ferme, c'est pas mou, c'est
c'est vraiment entre les deux, entre ce que j'ai pu essayer avec la 3008 et la 508. La 508 était beaucoup plus ferme pour le coup et beaucoup plus assise sur la route. Bon, là ça a l'air très correct. J'ai pas eu de comportement malsain ou qui faisait flipper. Non, pas de problème particulier. Donc voilà, on verra au fur et à mesure des kilomètres, parce que pour le moment, j'en ai fait que 112. Voilà. Bon, alors revenons un peu sur ce tableau de bord. Comment il se présente? Donc on retrouve différentes informations. Donc le tableau de bord est totalement paramétrable. Donc là je suis sur le mode qu'ils appellent conduite. Donc on retrouve la jauge à essence, un timer, l'autonomie restante avec le plein, la consommation instantanée quand on roule, le compte-tours, un petit dessin qui schématise le véhicule. Alors ce véhicule est équipé de gadgets que j'avais pas sur la 508. Par exemple le signalement des lignes blanches, des pointillés, des lignes continues. Donc chaque fois que vous allez glisser sans mettre le clignotant vers une autre voie, en fait la ligne correspondante va s'allumer et vous allez avoir une secousse dans le volant qui va chercher à vous ramener dans votre voie d'origine. Voilà, donc il est important de bien mettre ses clignotants avant de tourner, sinon ça fait bizarre. Ici on retrouve la vitesse instantanée, la température d'eau. On a une caméra qui se trouve derrière et qui va lire les panneaux, donc on vous affiche régulièrement la vitesse à laquelle vous devez rouler. Là on a l'état de la boîte de vitesse. Si la boîte vous la passez par exemple en mode sport, hop, vous le retrouvez ici, ça s'affiche aussitôt. Si j'enlève, ça repart. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même les différents affichages possibles. Donc là on est en mode conduite. Je peux passer en mode cadran. Donc là on retrouve le contour, la vitesse instantanée et l'état de la boîte de vitesse. Le mode minimal, alors là il n'y a plus rien, il n'y a plus que la vitesse et le contour. Et un mode qui est intéressant, alors pas le mode personnel, vous pouvez le paramétrer, je ne l'ai pas fait. Le mode navigation. Le mode navigation est intéressant parce que si par exemple vous étiez en mode GPS ici, vous avez des passagers, le passager a envie de changer la musique ou de jouer avec les options du véhicule, vous renvoyez la carte sur votre tableau de bord principal et ici on peut avoir un double affichage avec autre chose, voilà, par exemple la radio, et vous n'êtes pas perturbé dans votre trajet, vous pouvez continuer. Ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc l'affichage est plutôt grand, lisible, bon, pas de problème particulier. Au niveau des options, on retrouve exactement ce que j'avais sur mon ancien véhicule, la commande vocale, le menu déroulant des options, le volume. Ici on fait défiler les radios qui sont en mémoire, on affiche la liste des radios qui sont scannées, la source pour passer de la bande FM au DAB, donc il y a un récepteur numérique sur ce véhicule. On peut passer en mode main libre. Dessous on a le régulateur de vitesse. Sur le côté, ici, bon, les anti-brouillards, les feux, pardon, le réglage de la hauteur des feux, et le bouton pour retirer la détection des bandes sur la route, et donc d'éviter d'avoir le volant qui revient si jamais on déborde un petit peu. Voilà, donc toutes les vitres sont électriques, on peut verrouiller la porte des enfants et régler les rétroviseurs électriquement. Sur la console centrale, donc l'autoradio, comment il fonctionne, on a un bouton donc pour passer en mode radio, donc on retrouve ces radios qui sont enregistrées. Le mode ventilation avec la gestion de la clim. Donc voilà, donc là je l'ai mis en auto sur les deux, mais on peut passer en bizone, hein, ça bascule automatiquement, tac, par exemple. Ensuite la navigation, donc navigation qui peut être 2D, 3D, et qui se met à jour via l'application que je vous montrerai après. Les infos véhicules,
Donc on peut activer ou désactiver les aides au stationnement, donc c'est la caméra de recul, l'anti-patinage. Lorsque vous regonflez vos roues, il faut passer ici parce qu'il y a un capteur de pression dans les roues. Donc là le véhicule vous annonce si vous êtes sous-gonflé. Donc par contre quand vous passez en station, vous regonflez et il faut venir ici pour resetter le système et pour dire que les 4 capteurs sont à la même valeur. On a tout un tas de réglages du véhicule, d'accompagnement. Quand vous êtes chez vous le soir, il fait nuit, le véhicule peut rester allumé un certain temps. C'est à vous de choisir. Par exemple, il fait nuit, vous rentrez chez vous, vous pouvez laisser les feux allumés 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. C'est pas mal, c'est pas mal. L'éclairage d'accueil, le véhicule allume ses feux lorsque vous l'ouvrez à la télécommande. Bon, est-ce qu'il y a besoin ou pas, c'est à vous de voir. Les projecteurs directionnels, ça c'est pas mal. C'est-à-dire que chaque fois que vous prenez un virage et qu'il fait nuit, ça va allumer le feu anti-brouillard du côté intérieur du virage. Je l'avais déjà sur l'ancienne, c'est pas mal pratique. Bon, différentes options de confort. On s'en fout. La sécurité, ah oui, alors donc ce véhicule est aussi équipé du frein de sécurité, c'est-à-dire que quand vous collez trop quelqu'un, il va vous afficher sur le tableau de bord ici, attention, obstacle à proximité, ralentir. Si vous ralentissez pas et que vous continuez à vous rapprocher, c'est le véhicule qui freine à votre place. Donc on l'active, on le désactive ici. Pareil, la préco de vitesse, donc c'est la petite caméra qui affiche à combien de rouler. L'alerte attention conducteur, toutes les 2 heures ça vous dit de faire une pause, et la surveillance d'angle mort, bon, ça c'est pas mal, ça vous allume sur le côté du rétroviseur un petit point orange pour vous dire qu'un véhicule est en train de vous doubler et dans votre angle mort. Les options de stationnement, donc les rétros qui se rabattent, et on peut activer ou désactiver l'essuie-glace quand on passe la marche arrière. L'appairage du téléphone. Et ensuite on retrouve les options connectées, donc soit les apps Citroën, soit si vous branchez un smartphone sur l'USB, le CarPlay correspondant, donc soit Android Auto, soit Apple CarPlay. Donc ça permet, le CarPlay pour ceux qui ne connaissent pas, de répliquer l'affichage de votre smartphone sur l'écran du véhicule. Donc vous lancez Waze, vous le retrouvez ici. Donc plutôt pas mal, un véhicule plein d'options. Bon, on va voir ce que ça va donner sur le long terme. Donc pour le moment, effectivement, pas beaucoup de kilomètres. J'en ai fait que 112. On va voir ce que ça va donner plus tard. La première révision est à 20 000 km. Donc je vais vous montrer quand même l'application, à quoi elle ressemble. Donc l'application s'appelle My Citroën. Lorsque vous la lancez, vous retrouvez le carburant restant. Donc l'application, elle est connectée en Bluetooth au véhicule. Donc chaque fois que vous montez dans le véhicule, si votre Bluetooth est allumé, l'application va se connecter et retélécharger en fait les événements qu'il y a eu sur le véhicule. Donc voilà l'autonomie restante. Donc si je bascule ici, on doit retrouver la même. Voilà, 430. Donc la conso moyenne sur 7 jours, donc là je suis en 11 litres 4. Alors sachant que je fais attention, je roule normal, mais vu que le véhicule est neuf, je pousse pas les rapports, hein, j'ai pas dû dépasser 4000 ou 4500 tours minute sur les 7000. Le kilométrage total, donc 113 ici, 112 là, bon, je sais pas pourquoi il y a 1 km d'écart, on doit être à la limite. En dessous on retrouve l'endroit où on se trouve. Donc dans les menus, on a un menu conduite qui reprend l'historique du véhicule, donc combien j'ai roulé depuis que j'ai le véhicule, enfin ce mois-ci, la conso moyenne, combien ça m'a coûté, donc c'est une essence, donc 2 € le litre, hein, comme tout le monde en ce moment. La distance totale parcourue depuis que j'ai depuis que j'ai récupéré le véhicule. Le véhicule m'a été livré en concession, il avait 40 km exactement. Voilà. Un récapitulatif des trajets. L'onglet entretien qui vous dit où vous en êtes et quand aura lieu le prochain entretien, donc 11 mois là, dans mon cas, ou 20 000 km.
Et ensuite, concernant le véhicule, donc je cache ici parce que j'ai mon numéro de châssis, on retrouve le kilométrage et différents services. Donc dans les services qui peuvent être utiles, vous avez ce qui s'appelle écran tactile du véhicule, où vous retrouvez les mises à jour qui sont disponibles. Donc là, le véhicule est neuf, j'ai pas eu le temps de les faire. On les fera peut-être ensemble, on regardera. Donc là, j'ai une mise à jour du GPS, plus une mise à jour de l'écran tactile. Donc comment ça se passe? Vous cliquez dessus. Vous appuyez sur le petit bouton envoyer le lien de téléchargement par email. Vous allez recevoir donc sur votre messagerie un message vous demandant de télécharger l'application Citroën Update. Donc cette application s'installe sur un ordinateur. Vous la téléchargez, vous la lancez. Le système va vous demander le numéro de série du véhicule, donc c'est le numéro VIN ou numéro de châssis. Donc c'est le numéro qui se trouve en bas du pare-brise, je vais vous le montrer tout à l'heure, en bas à gauche du pare-brise ou sur votre carte grise. Une fois que vous l'avez saisi, vous faites suivant, et il va retrouver les mises à jour qu'il vous propose ici. Donc la mise à jour de la carte et la mise à jour de l'ordinateur de bord. Vous les téléchargez, vous installez une clé USB vierge, je crois que de mémoire c'est 32 Go 16 ou 32 Go minimum pour la clé USB, je crois que c'est 32 maintenant. Il va vous la préparer, il va la rendre bootable, et une fois qu'elle est faite, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans le port USB et c'est parti, ça se met à jour. Alors les mises à jour sur mon ancien véhicule étaient particulièrement longues. J'ai eu des mises à jour qui duraient plus de 2 heures. Et pendant ces mises à jour, vous devez laisser le moteur tourner. Alors je vous encourage à les faire lorsque vous avez des trajets sur autoroute un peu longs, pour pas laisser le véhicule tourner pour rien sur sa place de parking. Voilà, on va le couper. Dernière chose que je voulais vous montrer. Donc ce véhicule est un véhicule critère 1. Donc pour les personnes qui roulent dans Paris, c'est pas mal, hein, ça vous permet de circuler. Et le numéro de châssis, vous le trouvez en fait ici, je l'ai caché, je l'ai flouté. Il y a une petite vitre sur le pare-brise qui vous affiche le numéro de châssis. Voilà, vous verrez, c'est une succession de chiffres lettres mélangés. Et c'est celui que vous allez rentrer dans votre application. Voilà pour le véhicule. Bon, c'est un véhicule pour tous les jours, donc on va pas faire de folie dessus. Qu'est-ce que je prévois? Pas grand chose. Déjà aussi, on va quand même faire les vitres teintées. Les vitres teintées, c'est indispensable, donc on va les remettre. Au moins sur le 3/4 arrière, parce qu'à l'avant maintenant c'est interdit, donc on verra si on les fait ou pas. Donc on va faire le pare-brise arrière et les vitres arrière avec les custodes. Bon, pour ceux qui n'ont jamais fait de vitres teintées, ça sera l'occasion de faire un petit tuto. On verra si on les fait en partant de zéro ou si j'achète un kit prédécoupé comme ça se fait aujourd'hui. Bon, c'est pas très compliqué dans les deux cas. Il y en a un, c'est juste un petit peu plus long. Donc bon, voilà, on va faire ça pour commencer. Deuxième chose, j'aimerais bien, si je trouve, mettre des rallonges de palettes. Alors je sais pas si ça se fait sur ce véhicule, je vais regarder, parce que là les palettes sont vraiment trop petites et vu qu'on peut pas changer les vitesses en utilisant le levier, moi ça me pose problème. Donc si je trouve des extensions de palettes, je les achèterai et on les installera. Et dernier truc qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre des cales sur le véhicule pour ressortir un peu les roues. Voilà, parce que là elles sont quand même un peu rentrées, surtout à l'arrière. Bon, on verra, peut-être mettre des 20 à l'avant et des 25 à l'arrière. Il faut que je mesure, je sais pas, à vue de nez, c'est ce que ça fait, peut-être même des 30 à l'arrière. On verra. Le but c'est de lui donner un look un petit peu plus sympa, mais sans tout modifier. Et après côté moteur, soit une reprog, soit un boîtier additionnel, on verra, je ne suis pas fixé. On va pas se mentir, les reprogs c'est le plus efficace, hein, c'est ce qui marche le mieux. Maintenant, à la revente du véhicule, le boîtier, vous pouvez le céder à une autre personne. Voilà, c'est une question de choix. J'ai eu les deux sur mes véhicules précédents. Les reprogs marchent clairement mieux, mais les boîtiers fonctionnent bien aussi. Alors je les ai eu systématiquement sur des diesels, sur des essences, je ne sais pas ce que ça peut faire. Voilà, j'ai pas testé. Mais bon, les prix ça se tient, il n'y a pas de gros écart. À partir du moment où on prend un boîtier de marque, ça vaut quasiment le même prix qu'une Carto. Hein. Donc, bon, après c'est une question de choix. Voilà. Bon, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et puis on se retrouvera pour
pour les petites évolutions du véhicule. Bonne journée à tous.